Ce mardi, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy était entendu par les forces de l'ordre. Placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre, il devait répondre aux accusations de financement douteux venues de Libye pour sa campagne de 2007. Sang intellectuel contre l'islamisme. Dans une tribune publiée ce mardi dans le Figaro, des personnalités de tous bords ont lancé un appel pour dénoncer le nouveau totalitarisme. La Turquie a gagné une bataille, mais pas la guerre. Dimanche, les forces armées turques ont repris la ville d'Afrin en Syrie, des mains des Kurdes qu'elles considèrent comme terroristes. Alors qu'Ankara a promis de stabiliser la région, les Kurdes ne s'avouent pas vaincus. Madame, Monsieur, bonsoir. Nicolas Sarkozy se rapproche-t-il de la case prison? Ce mardi matin, l'ancien président de la République a été placé en garde à vue par la police judiciaire de Nanterre pour répondre aux accusations de financement de sa campagne de 2007 par la Libye et Mouammar Kadhafi. Élise Blaise. Plus de 10 ans que l'affaire traîne, pourtant, les juges ont visiblement décidé de ne pas le lâcher. Ce mardi matin, Nicolas Sarkozy était en garde à vue à la PJ de Nanterre. Le motif, les soupçons de financement frauduleux de la campagne présidentielle de 2007 par la Libye du colonel Kadhafi. L'ancien président avait donc à donner sa version des faits aux policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Brice Hortefeux, un proche de l'ancien président, a également été entendu en audition libre. Si l'on se souvient d'une autre garde à vue à laquelle avait dû se soumettre Nicolas Sarkozy dans des conditions discutables, il s'agissait cette fois d'accusations pour faux et usage de faux, notamment pour la campagne de 2012. L'affaire est d'ailleurs connue sous le nom de Big Malion, du nom de la société qui effectuait des prestations pour la campagne. Mais cette fois, c'est bien la présidentielle d'avant, celle de 2007, qui est concernée. En effet, tout a commencé en 2011 avec un entretien du fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam, à Euronews. Au fil de l'interview, l'homme lancerait une accusation très grave à l'encontre de Nicolas Sarkozy, président de la République en exercice à l'époque. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale, s'insurge Saïf al-Islam. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide pour qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Rendez-nous notre argent, on a tous les détails, les documents, et on révélera tout prochainement. Il n'en fallait pas plus pour éveiller l'attention d'Edwy Plenel et Mediapart. Ainsi, quelques mois plus tard, le journal en ligne publie des documents issus des services secrets libyens datés de 2006. On y découvre un accord de principe pour que Kadhafi participe au financement de la campagne présidentielle pour Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Notons à ce titre que les frais de campagne sont plafonnés à 22,5 millions en France. L'information judiciaire sur cette affaire ne sera ouverte qu'en 2013 sous François Hollande. En janvier dernier, une arrestation laissait entendre que les choses allaient rapidement bouger. En effet, Alexandre Djouri, frappé par un mandat d'arrêt européen, est interpellé à Londres. Depuis, il a dû être entendu à de nombreuses reprises sans pour autant que l'on connaisse les contours de sa défense. De son côté, Nicolas Sarkozy n'a jamais changé de position depuis le début de l'enquête. Il rejette toutes les accusations et les qualifie peu ou prou de diffamation indigne. Il faut dire que les juges n'ont jamais eu l'ancien chef de l'État en odeur de sainteté. En témoigne sa place sur le fameux mur des cons du syndicat de la magistrature à l'époque, présidé par Françoise Martre, promue depuis à la cour d'appel de Bordeaux par la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Des personnalités et intellectuels montent au créneau contre l'islamisme. Dans une tribune publiée ce mardi dans le Figaro, 100 signataires issus de tous bords ont exprimé leur inquiétude contre ce qu'ils nomment le nouveau totalitarisme islamiste. Thibaut Bastille. Apartheid d'un nouveau genre ou totalitarisme qui menace la liberté générale, tels sont les mots employés par une centaine d'intellectuels. Dans une tribune publiée ce mardi dans le Figaro, plusieurs historiens, philosophes, journalistes et personnalités politiques ont trouvé un combat commun, l'islamisme. Intitulé « Non au séparatisme islamiste », la tribune de ces intellectuels qui vont d'Alain Finkielkraut à Bernard Kouchner, en passant par Bernard de la Villardière et Elisabeth Lévy, dénonce la montée en puissance de ce qu'il nomme le nouveau totalitarisme. Le sociologue Philippe Diribarne nous explique pourquoi il a souhaité prendre part à cette tribune. Je crois que
cette tribune répond à une situation, disons, que nos sociétés vivent réellement. C'est qu'on voit l'emprise à des tas d'égards de ce projet politique et social, disons, d'un islam conquérant, etc. Enfin, toute une série de choses qui décrivent quand même cette emprise, disons, sur le terrain. Il y a également ceux qui relèvent de ce qu'on appelle parfois le djihad judiciaire, disons, de poursuites qui sont faites devant les tribunaux envers les gens qui résistent, disons, à cet islamisme conquérant. Donc, procès qui sont perdus par les organisations islamistes, mais qui conduisent à tenter d'intimider ceux qui ne se laissent pas faire. Donc voilà, donc cette tribune, disons, visait à répondre et à tirer une sonnette d'alarme par rapport à cette situation. Estimant que ce qu'il nomme nouveau totalitarisme cherche à gagner du terrain par tous les moyens et à passer pour une victime de l'intolérance, les 100 signataires affirment avoir pu observer cette stratégie lorsque le syndicat d'enseignants Sud Éducation 93 proposait il y a quelques semaines un stage de formation anti-blanc comportant des ateliers de réflexion sur le racisme d'État. De plus, certains de ces animateurs étaient membres du Parti des Indigènes, une association qui lutte ouvertement contre les Blancs, qualifiant ces actions d'apartheid d'un nouveau genre, les signataires poussent le constat encore plus loin. En effet, ils s'accordent à penser que l'islamisme veut être à part car il rejette les autres, y compris les musulmans qui ne partagent pas ses vues. Une chose est sûre, cette tribune ne manquera pas de faire réagir les associations d'extrême gauche dites antiracistes. Pourtant, Philippe Diribarne réfute cette théorie et n'hésite pas à mettre en cause directement ces associations. Ceux qui, dans la société française, sont je dirais, considérés comme les pires ennemis par les islamistes, ce sont justement tous les musulmans de France qui cherchent à être de bons citoyens de la République et de bons membres de la société française. Du reste, dans les signataires de la tribune, il y a un certain nombre de musulmans. Parmi ces mouvements, ils sont eux-mêmes extrêmement divisés. Et c'est vrai qu'une partie, disons, de ces mouvements, disons, dits antiracistes, en fait, soutiennent une forme de racisme inversé. Alors, disons, ce qu'on espère, c'est que quand même un certain bon sens va finir par triompher, disons, dans ces mouvements. Voilà, on va les inviter quand même à réfléchir sur elles-mêmes. Elle devait vite agir pour se refaire la cerise en vue des municipales de 2020. C'est chose faite. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé vouloir rendre gratuits les transports en commun dans la capitale. Une gratuité en trompe-l'œil et qui paraît bien compliquée à mettre en œuvre. Elle avait promis une riposte face à ses détracteurs, qu'ils viennent de la gauche comme de la droite. Anne Hidalgo est repartie en guerre pour défendre son précaré parisien. Et pour revenir sur le devant de la scène, rien de tel que de faire croire aux Parisiens qu'elle rendra les transports gratuits dans l'agglomération d'ici à 2020. Après une annonce remarquée sur les réseaux sociaux, l'édile socialiste a officialisé la démarche mardi au Conseil de Paris. La promesse de la gratuité n'est pas une nouveauté et avait déjà fait l'objet d'un enfumage par l'ancien président de la République François Hollande à propos des contrats aidés. Et parce que ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. Donc en l'occurrence, ça coûtait coûte 3 milliards d'euros pour 150 000 emplois d'avenir. Mais c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye ou la collectivité pour les transports. Donc, ce sont les contribuables qui financent. La mesure n'a évidemment pas laissé de marbre Jean-Baptiste Léon, rédacteur en chef de Tous Contribuables. Ma première remarque est une remarque de bon sens, à savoir que la gratuité, ça n'existe pas. Gratuité des transports, ces transports ont un coût, donc si ce n'est pas l'usager qui le paye, ça sera le contribuable. Sachant qu'aujourd'hui, le contribuable, l'usager francilien, finance à hauteur de 3,8 milliards le budget des transports publics en Ile-de-France. Après, second problème, c'est que c'est une décision unilatérale d'Anne Hidalgo, mais elle n'est pas la seule à gérer les transports en Ile-de-France. Il y a un groupement qui regroupe notamment les départements et les régions d'Île-de-France qui gère les transports franciliens, qui s'appelle aujourd'hui Île-de-France Mobilité. Et je pense que cette décision unilatérale pose problème, à savoir que cette décision doit être prise en concertation avec les autres représentants des collectivités locales.
C'est donc bien les usagers qui mettront la main à la poche, eux qui contribuent déjà à hauteur de 3,8 milliards d'euros dans le budget des transports publics en Ile-de-France. Dans un premier temps, l'idée d'Anne Hidalgo est de faire passer la dite gratuité des transports pour les plus de 65 ans les moins aisés, soit 200 000 personnes. Parallèlement, le pass serait aussi gratuit pour les 20 000 bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé pour un coût de 12 millions d'euros à la charge des contribuables. Électoralement, la démarche est évidemment habile puisqu'il est difficile de remettre en cause une mesure favorable aux moins aisés ou aux handicapés. L'effet d'annonce a donc tout de la manœuvre électorale et mettra Valérie Pécresse, l'élu Les Républicains à la tête du conseil régional et présidente de l'établissement public administratif Île-de-France Mobilité, au pied du mur. Du côté des oppositions, on n'a d'ailleurs pas tardé à réagir, notamment dans le groupe des ex-républicains pro-Macron qui dénoncent l'électoralisme d'Hidalgo et s'interrogent sur qui paiera la facture. En demandant la dite gratuité, Anne Hidalgo n'invente rien. Une vingtaine de villes y ont déjà recouru, mais il s'agissait toujours d'agglomérations de moins de 100 000 habitants. Une autre capitale européenne a aussi eu recours à la gratuité. Il s'agit de Tallinn, mais là aussi il ne s'agissait pas d'une ville de la taille de Paris, puisque la capitale estonienne comporte moins de 500 000 habitants. Conséquence, la fréquentation des transports publics y a augmenté de près de 10% et les impôts aussi ont augmenté. Vous l'aurez compris, la démarche du maire de Paris est avant tout électorale et annonce le début de la bataille pour Paris en 2020. Afrin tombe entre les mains des Turcs dimanche. Les forces armées d'Ankara et leurs alliés islamistes ont repris la localité du nord-ouest de la Syrie des mains des miliciens kurdes. Les véritables ambitions d'Erdogan semblent mises à nu, mais les Kurdes n'ont pas dit leur dernier mot. Pierre Bergeau. Erdogan démasqué. Alors que le président turc a longtemps joué un jeu trouble en Syrie, ses véritables objectifs sont désormais affichés, en finir avec les velléités d'indépendance des Kurdes. Fier de l'action de son armée aux côtés des islamistes des forces syriennes libres, Recep Tayyip Erdogan se félicite de la reprise d'Afrin des mains des Kurdes. L'entrée dans la ville s'est faite sans réel combat puisque les milices kurdes s'étaient en effet déjà repliées au sud dans des localités tenues par Damas. Un échec pour ceux qui avaient fait d'Afrin le laboratoire de leur autonomie. Pour autant, les Kurdes ont déjà fait savoir que si la bataille était perdue, l'issue de la guerre n'avait pas encore sonné. Les populations locales se sont quant à elles enfuies pour échapper aux djihadistes. 250 000 avaient déjà quitté Afrin dans les jours précédents. Au petit matin, les soldats islamistes pro-Ankara paradaient dans les rues. Lundi, le vice-premier ministre turc a déjà fait savoir que son armée n'était pas là pour rester ni pour occuper. Son gouvernement a même annoncé qu'il relogerait à Afrin les réfugiés syriens présents sur son territoire, sans s'inquiéter des populations civiles kurdes, majoritaires dans l'enclave, contraintes à l'exil. De son côté, le président Erdogan s'est réjoui d'avoir relié le secteur d'Afrin à la région voisine à l'est d'Azaz et de Jarabulus, qu'il a déjà arraché aux Kurdes en 2016. Les islamistes originaires d'Afrin auraient quant à eux demandé aux Turcs de créer une administration locale pour gérer l'enclave. En attendant, l'armée turque n'a pas caché son intention de s'attaquer à d'autres poches kurdes plus à l'est vers Minbej. Problème, des troupes américaines alliées des Kurdes dans la lutte contre le djihadisme sont également basées dans la région. Les deux puissances membres de l'OTAN risquent donc de se retrouver l'une en face de l'autre. Quoi qu'il en soit, après 2 mois d'affrontement, l'opération Rameau d'Olivier est un succès pour Ankara qui n'a perdu que 36 soldats. Leurs alliés islamistes déplorent 400 victimes quand les Kurdes comptent dans leur rang 1500 morts. Passons à présent à l'actualité en bref avec Pierre Bergeau. Terminus, tout le monde descend. Dimanche, le parquet de Catane en Italie a confisqué le bateau de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms pour soutien à l'immigration clandestine et à des associations criminelles. L'embarcation se trouve dans le port de Pozzallo où elle est arrivée samedi après un incident avec les gardes-côtes libyens alors qu'elle récupérait 218 migrants. Les autorités libyennes ont accusé l'organisation dite humanitaire d'avoir violé leurs eaux territoriales. Après le Parti socialiste, les Républicains, la formation présidée par Laurent Wauquiez a décidé de vendre son siège pour combler la dette du parti estimée à 55 millions d'euros. Un accord de vente a été trouvé le 13 mars dernier, mais le propriétaire devra s'engager à relouer les locaux de la rue Vaugirard aux Républicains. La dette du parti devrait ainsi retomber à 10 millions d'euros en 2022, de quoi permettre au parti de préparer plus sereinement les prochaines échéances électorales.
Un député de Jean-Luc Mélenchon participe à la profanation de la basilique Saint-Denis. Éric Coquerel, élu de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, était présent lors de la manifestation de dimanche dans la cathédrale du diocèse. L'élu de la République a ainsi participé au cirque initié par le collectif d'extrême gauche Coordination des sans-papiers. Pour rappel, des clandestins vêtus de tchadors, de coiffes islamiques et criant dans des mégaphones étaient venus souiller le lieu de culte. À ce jour, ni la conférence des évêques de France, ni l'évêque de Saint-Denis, Pascal Delannoy, n'ont réagi. Les militaires reviennent en politique. Selon la loi de programmation militaire présentée ce mardi en Conseil des ministres, les soldats pourront devenir maires. Les communes devront toutefois rester en dessous de 9000 habitants. Une mesure liée au retour progressif des militaires dans la vie publique avec 2 officiers candidats lors des dernières législatives de juin. Les engagés avaient perdu leur droit de vote en 1873 en raison de la défiance des républicains envers l'armée, d'où le surnom de Grande Muette, un droit qu'ils n'avaient repris qu'en 1945. On n'arrête pas le progrès. Lundi, aux États-Unis, dans l'État d'Arizona, un taxi Uber avec un conducteur à bord, mais pouvant rouler tout seul, a renversé et tué une femme. La police a toutefois précisé que la victime a surgé brutalement et qu'il aurait été extrêmement compliqué d'éviter la collision. Le PDG d'Uber a présenté ses condoléances à la famille, suspendu sa flotte de taxis autonomes et indiqué qu'il coopérait avec les autorités. Il s'agit du premier accident mortel lié à ces véhicules dits intelligents. Les reconstitutions historiques menacées. Une nouvelle législation remet en cause le droit de posséder et transporter des armes de collection historique, même lorsqu'elles sont inoffensives. Les propriétaires seront désormais tenus de les déclarer en gendarmerie et seront soumis à de nouvelles contraintes pour les transporter. Le collectif Sauvons la reconstitution historique a été créé pour sensibiliser le législateur sur le sujet. Alors que la France s'enfonce toujours plus dans l'insécurité, le gouvernement s'en prend maintenant aux passionnés d'histoire. On approche de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes nous parle de Louis XIV et de la monarchie absolue. On entend souvent dire, pas dire tout le temps, que Louis XIV aurait mis en place une monarchie absolue. Une sorte d'état surpuissant, despote et oppresseur, quoi. Eh bien ça, mes amis, c'est de la bonne grosse fake news républicaine. Et c'est justement de ça dont il va être question dans cet épisode. Et ce soir, dans Passé Présent, Philippe Conrad évoque la figure de Jean de La Fontaine. L'historien Yves-Marie Bercé nous parle quant à lui des phénomènes d'hystérie collective. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. C'est un peu triste, mais la machine administrative française, je veux dire européenne, accumule tellement de couches en ce moment qu'on entend le même discours, quelle que soit la profession. Il y a quelques mois, un médecin me disait qu'il allait prendre sa retraite 1 an avant terme pour ne plus avoir à jouer les secrétaires administratifs pour le compte de la Sécu. Récemment, un garagiste me racontait que les nouvelles règles relatives à la délivrance des cartes grises n'avaient qu'un seul but, faire périr les petits mécaniciens de proximité en les obligeant à perdre leur temps devant un ordinateur puis à se vendre à un groupement. Et là voilà qu'un notaire, chez qui j'avais accompagné un ami qui achetait un appartement modeste en banlieue pour sa fille, nous a raconté son triste quotidien, le notaire je veux dire. Alors lui, le malheureux, il cumulait vraiment tous les soucis. D'abord, il était notaire dans la banlieue sud de Paris.
Et il me rappelait que pour mériter le doux nom de notable, un type comme lui devait, comme dans Maupassant ou Giraudoux, être reconnu comme tel par la population. Mais que dans ce cloaque urbain qui est en train de devenir la vallée de l'Orge au sud de Paris et toute la zone située entre Orly et les méandres de la Seine, la population a bien changé. Elle a changé du tout au tout. On peut même dire qu'elle a été remplacée par une autre. Une fois sur trois, ce qui attend le notaire, ce ne sont plus les égards habituels envers une profession à cravate qui a un ordre professionnel, une plaque professionnelle, une salle d'attente et des journaux de petites annonces, et qui jouit d'une sorte de respect de principe chez les gens simples. Ce ne sont plus les « je vous en prie, maître, ne vous dérangez pas », c'est plutôt le ton « espèce de parasite, vous n'êtes pas le seul notaire du coin, vivement qu'on supprime ta profession ». Ça, c'est pour les plus corrects, hein, mais les autres, c'est plutôt bouffon, arnaqueur, je vais revenir avec mes amis, on va te foutre le bordel dans tes bureaux, espèce d'enculé de ta race. C'est dans le texte, évidemment, bien entendu. Vous avez remarqué, pour une fois, je vous fais pas l'accent, hein, parce qu'on a le droit d'imiter l'accent de Marseille, hein, ça fait rire tout le monde, mais bizarrement, il y a d'autres accents, c'est interdit, France Inter n'aime pas. Et après, ça fait des histoires. Bon, en somme, vous encourez les mêmes menaces qu'un jeune notaire de la part des nouvelles populations. Quelle population ? Ben là encore, nous allons enjamber la question. Disons que Paris est devenu une ville d'étudiants chics, de placeurs d'argent, d'appartements voués à la location. Du coup, les gens qui ne peuvent pas payer de grosses mensualités achètent plutôt des biens minables et pas chers le long du train régional. Donc on les retrouve chez le notaire en pantalon Adidas avec un style verbal assez imagé, genre geste du pouce sous la gorge à la moindre contrariété. Et si on résume, en une génération, on est passé de la France pavillonnaire de Giraudoux, genre bonjour monsieur le curé, à la barbarie qui a un portable, des écouteurs et un passe Navigo. Alors vous allez me dire, mais si les notaires n'ont pas la cote, c'est parce que la population en a assez de ces profiteurs. Alors là, quand la transaction porte sur un 2 pièces à 80 000 euros, où tu parles d'un profiteur, j'étais témoin ce jour-là, mon ami a fait un chèque au notaire de 260 euros et le malheureux maître lambda là, nous a expliqué que pour cette somme-là, il était obligé de passer la journée à remplir des formulaires relatifs aux sanibroyeurs, à la tuyauterie en plomb, aux cheminées à foyer ouvert et à demander toutes sortes de certificats, à devenir donc aussi névrosé que l'allumeur de réverbère du Petit Prince, tout ça pour se faire injurier par des bacs -4 à la sortie de son étude. En plus, bientôt n'importe qui pourra ouvrir une officine dans le genre paranotariat, comme il existe des parapharmacies, si j'ai bien compris, pour robotiser, informatiser, rationaliser davantage tous les gestes du notaire, qui deviendra un agent administratif européen, qui remplira des actes pré-rédigés par un logiciel et qui contribuera à faire disparaître toute initiative personnelle de ce métier. Notre notaire, ce jour-là, m'a bien amusé quand il a fait allusion au mouvement En Marche, à qui il devait ses misères, et il m'a dit, en fait, c'est la marche des Lemmings, vous savez, ces rongeurs qui, de temps en temps, vont se jeter par milliers du sommet d'une falaise pour avoir suivi un mystérieux instinct suicidaire. Ou bien c'est le joueur de flûte de Hamelin, parce que Macron, son truc, c'est le pipeau. Eh bien, si vous trouvez qu'il y a un peu de ça, dites-le, merci. Et puis, si vous trouvez qu'il y a matière à signaler tout ça à vos amis, retrouvez ce sujet isolément sur Campagnol TVL dans Google. Merci.